3 jours pour en savoir plus sur les changements climatiques, depuis leurs origines aux moyens de lutte, en passant par leurs causes et leurs impacts. Les leaders d'étudiants du Bénin sont mobilisés à cette fin. L'objectif précis du présent atelier est de renforcer les capacités des jeunes étudiants, les futurs adultes et dirigeants, pour mieux les outiller à résoudre les problèmes environnementaux, car pour reprendre les mots de Barack Obama, ancien président des États-Unis, dans l'intérêt de nos enfants et de notre avenir, nous devons faire plus pour lutter contre les changements climatiques. La plupart de ces manifestations, de ces effets, disons, sont créés par l'homme. Cela veut dire que aussi, c'est l'homme qui doit agir pour atténuer, pour diminuer les effets de ces changements climatiques, à défaut de les arrêter. Nous devons avoir des comportements qui préservent les ressources naturelles. Nous devons avoir des comportements d'information sur nos parents. Cette formation est une des contributions de la CNBU aux multiples mesures gouvernementales de protection contre les changements climatiques. Nous pouvons citer le projet intitulé « Faciliter pour le changement local de l'adaptation au changement climatique » lancé le 8 octobre 2024, le Fonds vert pour le climat, le Fonds national pour l'environnement et le climat, pour ne citer que celle-là. On va constituer des réseaux d'étudiants, que ce soit les étudiants de l'université de Parakou, ceux de Abomey, de Kétou, d'Abomey-Calavi et d'Adjara. Ils sont tous représentés là. Et donc nous allons les mettre en réseau pour travailler sur les différentes solutions que nous allons sortir à travers les différentes communications qu'on va projeter. Il s'agit de faire des étudiants de véritables vecteurs de la lutte contre ce phénomène en vue d'atteindre l'ODD 13. Tronçon Guinée-Karimama, une quarantaine de kilomètres, impraticable ou presque, surtout par temps de pluie. Un calvaire bientôt conjugué au passé, grâce à cette nouvelle infrastructure routière en cours de réalisation, gage de plus de sécurité des personnes et des biens. Une préoccupation majeure des élus communaux. C'est le lieu de remercier et de féliciter les forces de défense et de sécurité qui, malgré tout, continue de défendre avec professionnalisme l'intégrité de notre commune. Je m'incline ici devant la mémoire de ceux parmi eux qui sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main au cours de cette année 2024, dans ce rude combat de protection des personnes et des biens. Mes compatriotes, tels que je les connais, c'est des compatriotes qui, à des moments donnés, ont tendance à ne pas respecter, n'est-ce pas, le civisme, c'est-à-dire à ne pas respecter un certain nombre de règles. Ça, c'est la caractéristique de toute commune frontalière, notamment une commune frontalière commerciale comme Malanville. C'est toujours bien quand même d'aller au contact des populations, au contact des élus, au contact des différentes composantes de la société civile dans nos communes pour recueillir quand même leurs souhaits, leurs désirs, mais aussi les rappeler à leurs devoirs sur un certain nombre de choses, et notamment la coproduction de la sécurité et surtout aussi de respecter les consignes des FDS et toujours de s'aligner sur les orientations stratégiques du gouvernement pour tout ce qui concerne quand même les différentes composantes de développement. Et ça, vous avez vu, l'écho a toujours été favorable et les populations sont toujours reconnaissantes quand on va vers elles. Santé, éducation, environnement, infrastructure, sécurité, autant de domaines passés au peigne fin pour le mieux-être des populations. À cet atelier bilan dédié à 3 sous-projets de la composante 1.2 du projet Souhait de Bénin, les consortiums impliqués dans la mise en œuvre font le point de la mission à eux confiée durant 29 mois d'activité.
Ils auront également à faire la revue de capitalisation des acquis et procéder à une évaluation finale. Au niveau de compétences de vie, c'est 2 sous-projets qui sont en lien avec autonomisation. Le groupement Haute-Vie a formé 128 000 filles sur les espaces sûrs, sur les thématiques de santé sexuelle. Ils ont formé également 25 000 garçons sur les espaces sûrs. La tranche d'âge au niveau de ce groupement, c'est de 10 à 24 ans, alors qu'au niveau du sous-projet autonomisation des filles et des femmes, c'est de 14 à 24 ans. C'est après la formation de ces filles sur les espaces sûrs que le consortium Plan International les récupère et les forme sur les différentes sessions de formation. Avec la mise en œuvre du projet SUED, la première des choses, la perception de la fille a changé dans nos communautés, où désormais tout le monde commence par comprendre qu'une fille instruite peut vraiment contribuer au développement de sa localité. L'obtention de ces résultats au profit du projet SUED de Bénin devrait prendre 4 années, mais finalement 29 mois ont suffi, soit 2 années et demie avec une mission bien accomplie. Notre mission était d'intervenir dans un contexte où les évidences présentaient un taux de décrochage des filles très élevé, un taux d'accès difficile aux ressources et aux opportunités économiques pour ce qui est des filles, des taux d'inégalité aux accès également aux produits et services de santé de reproduction, ce qui expliquait donc le fort taux de grossesse précoce au niveau de ces filles-là. Et c'est avec un sentiment de satisfaction que nous constatons au terme de nos interventions avec les ONG que ces défis ont quand même été relevés. Le projet est à terme, mais les acquis seront pérennisés et cette pérennisation dépendra des résultats que nous allons sortir des 3 jours de réflexion que nous aurons à mener. Lancé officiellement le 20 mars 2020 au Bénin sous la coupole du ministère en charge des Affaires sociales, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel SUED de Bénin s'achève le 30 décembre 2024. La séance formative et informative qui a réuni les femmes en service au ministère des enseignements maternels et primaires vise, entre autres, à leur présenter les tests qui punissent les violences basées sur le genre en République du Bénin. L'exercice a été fait par le pôle juridique de l'Institut national de la femme. C'est nous qui sommes la cible, mais on aurait pu faire participer certains hommes pour comprendre mieux la situation et l'éviter. Toutes ces actions initiées par l'INF s'inscrivent dans ce cadre. Permettre aux femmes de comprendre les conditions dans lesquelles elles doivent travailler, ce qu'elles peuvent accepter et ce qu'elles ne doivent pas accepter. Autour du thème « Riposte et reconstruction des femmes en milieu de travail », les discussions ont eu lieu à bâton rompu puisque les femmes voulaient en savoir davantage pour mieux se prémunir contre les violences et c'est un pari gagné pour l'INF. Les 16 jours d'activisme ont démarré le 25 novembre. C'est une période, une quinzaine où nous menons énormément d'activités sur le terrain, non seulement pour promouvoir les activités de l'INF, mais aussi pour sensibiliser les femmes et les hommes sur les lois applicables au VBG. Pour cette session de sensibilisation, le focus a été fait sur le harcèlement sexuel parce que nous recevons quand même à l'INF énormément de cas, que ce soit moral ou sexuel. Nous avons eu l'occasion d'expliquer aux femmes la mission de l'INF, de présenter l'Institut au travers de ses missions, ses attributions, ses domaines de compétences, au travers aussi des infractions qui sont le domaine de compétences de l'INF. Tous les ministères vont recevoir la caravane de l'Institut national de la femme. Son combat étant d'éradiquer les violences faites aux femmes. Deuxième colloque international de l'Université d'agriculture. Une grand-messe scientifique de 4 jours pour les enseignants-chercheurs du Bénin et de 18 autres pays. L'agroécologie focalise les attentions. Ce colloque, dont le thème est Agroécologie et développement durable en Afrique, positionne excellemment l'UNA dans sa vision d'être une institution au service de la sécurité alimentaire et du développement agricole en Afrique au sud du Sahara.
Le progrès fait entre la première édition, qui a connu la participation de 12 nations, et celle-ci marquée par un accroissement de 50% des nations attendues, nous rassure dans cette marche vers l'internationalisation de la science en faveur des solutions globales pour un développement durable. En soutenant les initiatives de ce type, le ministère souhaite aussi renforcer les capacités de notre pays en matière de recherche et d'innovation. Le thème choisi pour ce colloque est essentiel pour répondre aux enjeux globaux de la sécurité alimentaire, de la préservation de la biodiversité et de la résilience face au changement climatique. L'agriculture occupe plus de 80% de la population active de Sakété qui accueille le colloque. Nous espérons de ces assises des résolutions fortes assorties d'un chronogramme pour l'amélioration des techniques agroécologiques les mieux adaptées aux défis du changement climatique qui, depuis quelques années, impactent négativement notre agriculture. Le port de toge aux enseignants de l'Université nationale d'agriculture, admis aux différents grades du CAMES, marque également le deuxième colloque scientifique international de cette université. Deux temps forts ont marqué la première journée de cet atelier de reddition de comptes. D'abord, des échanges en salle autour des réalisations du PADEFIP, précédés d'un rappel de l'objectif poursuivi à travers ces travaux. En vous conviant à cet atelier, nous espérons pouvoir obtenir de vous des recommandations qui nous permettront de parfaire nos interventions pour l'atteinte des objectifs du projet. Le projet PADEFIP, financé par l'Agence française de développement, a été lancé officiellement en avril 2019. Une initiative du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des 15 communes du Zou et des collines. Merci à l'unité de gestion du projet qui, 6 ans durant, a travaillé pour assurer la disponibilité des produits protéiniques à nos populations et insuffler une dynamique au niveau de l'économie locale à travers le renforcement du revenu de nos producteurs, à travers également les séances d'appui conseil et de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de production. Des réalisations perceptibles que les maires et secrétaires exécutifs ont pu voir de près sur le terrain. C'est le second temps fort de l'atelier. Les participants ont visité l'unité de transformation du soja de Dagadoro à Savalou, ainsi qu'une ferme piscicole et une unité de production d'aliments pour poissons à Kové. Ici, nous sommes sur un site, dans un camp Peul, pour l'autonomisation des femmes dans le domaine du soja. J'en suis très heureux, c'est pourquoi j'ai fait le déplacement depuis Abomey. Tout ce que nous sommes en train de voir est vraiment impressionnant et nous souhaitons que le projet, si c'est la première phase, qu'il y ait toujours encore une autre phase. Il est nécessaire que ce projet soit renouvelé afin qu'on l'étende un peu plus encore à d'autres acteurs, à d'autres citoyens qui veulent se mettre dans le domaine de la pisciculture. Le PADEFIP prend fin en juin 2025. L'unité de gestion du projet invite les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre à travailler pour la capitalisation de ces acquis. Deux projets et programmes focalisent les attentions à cet atelier. Le projet d'appui à l'accès pour tous aux services numériques au Bénin et le programme d'analyse des systèmes d'apprentissage paysans au profit des lycées techniques et des acteurs de l'agriculture. Nous avons là un programme qui va se mettre en œuvre dans le secteur de l'agriculture et un autre dans le secteur du numérique. Mais il y a bien d'autres secteurs connexes
qu'il est important de citer notamment l'économie, notamment l'enseignement technique, notamment l'administration et la gouvernance, et par exemple l'entrepreneuriat. La faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou entend jouer sa partition à travers l'une de ces disciplines. La médiation sociale enseignée à la faculté des lettres, arts et sciences humaines contribuera à accompagner le processus de formalisation de ce nouveau savoir en amenant les acteurs à intégrer le fait qu'il est possible de partir de leurs différences et de discuter entre eux tout en réduisant le fossé qui les sépare pour que fassent écho entre eux leurs expériences, leurs pratiques et leurs savoirs dont la nécessité du croisement n'est plus à démontrer. Chaque savoir se vaut et je crois que c'est le message central de la coopération ici sur la recherche, action, formation. Chaque savoir et chaque savoir expérientiel est légitime et il vous est légitime de l'exprimer et nous sommes dans l'obligation de l'écouter, de le recevoir et de lui donner sa vraie valeur. Et on espère vraiment que ce programme nous permettra d'avoir des projets de coopération où chaque savoir expérientiel a sa juste place. Durant les 2 jours des travaux, plusieurs communications seront présentées, notamment sur les méthodes qualitatives pour la recherche-action autour des services publics. Les apprentissages paysans autour des lycées techniques agricoles et la digitalisation des services publics est une communication qui sera présentée par Nassirou Arifari Bako, professeur titulaire d'anthropologie. Pour la formation de ressources humaines de qualité. Le préfet a pour obligation de faire au moins une fois l'an une visite dans les communes dont il a la charge. C'est le bien fondé de ce rendez-vous annuel d'échange entre l'autorité préfectorale et ses administrés. Un instant solennel qui permet aux 2 parties de passer en revue les préoccupations liées au développement des communes. Abomey et Didia ouvrent le bal de cette édition. Il est de coutume d'observer un regain d'insécurité. Alors, nous avons appelé les populations au comportement qu'il faut, notamment faire en sorte que nous prenions suffisamment de dispositions pour ne pas tomber dans ces guet-apens. Lorsque vous devez prendre une route la nuit, totalement le soir, il faut quand même que vous ne preniez pas la route seule. Parce que au moment où la police est en train d'organiser les patrouilles, elle est observée. Le véhicule passe, on sait qu'ils sont déjà passés avant de revenir et ils ont déjà organisé leurs choses. La gouvernance des collectivités territoriales est aussi revenue dans les échanges. Occasion pour les 2 autorités communales d'exposer les difficultés auxquelles elles sont confrontées, sans oublier les doléances de leurs concitoyens. De la sécurité publique à l'aménagement du territoire, de l'environnement à l'économie, nous avons à cœur de travailler ensemble pour une commune toujours plus dynamique. Quant au fonctionnement des organes infracommunaux, des améliorations sont notées au niveau de plusieurs quartiers, de villes, de villages, mais les défis restent à relever. Ce qu'on reproche à la réforme que nous avons mise en place depuis 2022, c'est que le niveau d'investissement n'est pas suffisamment élevé. Les contraintes qu'il y a dans les passations de marché et autres, je crois que les habitudes sont en train d'être acquises et le réflexe qu'il faut pour que les choses se passent bien sont en train d'être mises en place pour que tout se passe bien. La tournée statutaire du préfet Firmin Coton se poursuit dans les autres communes du Zou jusqu'au 29 novembre. Ce sont 3 jours d'activité en vue. Sous l'accompagnement des membres du clergé et aide spirituelle EC régional Reza, représentant le Mahanta et le maître EC vivant Sri Harold Klemp, le chef spirituel des Kankar, étudiants et chercheurs vont venir apprendre la voie spirituelle. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver et pour, je dirais, comprendre la signification profonde de qui nous sommes, de la joie et l'opportunité unique d'être en vie et de participer au plan divin, de nous reconnaître en tant qu'âme et de vivre pleinement la vie.
Ce congrès est à caractère sous-régional. Du 22 au 24 novembre, le congrès régional EC va être un rendez-vous d'opportunités spirituelles et de grandes bénédictions pour les participants. Les assises de Cotonou vont permettre ce que j'appellerais tout simplement un renouveau spirituel pour tout le monde. Et pour les étudiants EC, une occasion de renouveler leur engagement, de se ressourcer à travers les causeries, les ateliers, les tables rondes, les prestations d'artistes. Le palais de la gratitude à Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi, accueille l'événement. La tournée que nous organisons nous permettra non seulement de répondre à certains questionnements en termes de niveau de performance des actions tendant à accomplir des réalisations physiques ou immatérielles, des facilités et d'instruments de développement tels que les fonds associés et les agences. La tournée servira également de cadre favorable pour recueillir les avis, les suggestions, les besoins et attentes des agriculteurs et autres parties prenantes pour une meilleure répartition des financements sur les cibles prioritaires de l'État en faveur des acteurs du monde agricole. C'est pourquoi nous invitons toutes les parties prenantes à se mobiliser de cette activité afin que rien de ce qui est fait ne reste inconnu ou incompris des acteurs agricoles et qu'aucun besoin du secteur ne soit oublié. Cela nous permettra, à travers cette tournée, de faire le point commune par commune, département par département, depuis l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, de savoir ce qui a pu être fait pour le monde agricole. Cet exercice qui devrait être un exercice de reddition de comptes devrait mettre en contact les porteurs de cause et les porteurs de responsabilité. Les jurys de la Chambre nationale d'agriculture, en tant que porteurs de responsabilité, devaient aller sur le terrain pour s'enquérir effectivement de tout ce qui a été bien fait et de tout ce qui a été peut-être mal fait ou bien biaisé, pour les porter à l'échelle et pourquoi pas en faire un document que nous allons porter à l'endroit du chef de l'État. Tout ceci, c'est juste pour permettre effectivement d'améliorer ce qui est déjà en train de faire. Cet exercice qui est naturellement la première, devrait être poursuivi. Il faut reconnaître que ce travail n'est pas un travail facile. Longtemps perçu comme un casse-tête pour de nombreux entrepreneurs, l'accès au financement connaît une amélioration progressive. Cette dynamique résulte des efforts conjugués du gouvernement et d'initiatives privées, tels que le projet JASA Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au Nord. Lancé en 2020 par une organisation néerlandaise de développement, ce programme cible les jeunes engagés dans le secteur agricole des départements de la Liborie et de l'Atakora. Notamment des jeunes âgés de 18 à 35 ans pour les hommes et de 18 à 40 ans pour les femmes. Depuis son lancement, EJASA a accompagné plusieurs cohortes de jeunes entrepreneurs agricoles, les guidant à travers diverses étapes de développement professionnel. Dans le lot de la cohorte 3, où nous avons accompagné près de 3000 jeunes, nous avons pu sélectionner 174 champions qui ont compéti dans les communes respectivement, et ce sont les lauréats ici des compétitions au niveau communal que nous amenons pour la phase finale. Une des phases clés du projet est la compétition de plan d'affaires. Les 174 participants ont rivalisé d'ingéniosité pour défendre leur projet et seuls les meilleurs ont pu accéder à la grande finale. Les 5 meilleurs candidats, c'est ceux qui ont bien défendu leur projet, ceux qui ont su répondre aux questions techniques, vraiment su nous apporter des réponses précises, pointues. Pour les lauréats, cette victoire représente bien plus qu'une reconnaissance. En plus du prestige, ils repartent avec des financements allant de 150 000 à 500 000 francs CFA. Je remercie toute l'équipe de l'organisation. Nous tous ici, nous avons mérité, seulement qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Je remercie nos différents coachs qui nous ont accompagnés durant toute cette période. L'objectif principal de la compétition de plan d'affaires, c'est de mettre en exergue les idées de projet de nos agripreneurs champions. C'est une initiative qu'il faut vraiment encourager pour que dans l'avenir, ces jeunes soient en mesure d'aller rechercher des financements
à travers des formations acquises dans le cadre de coaching en élaboration ou en choses de plan d'affaires. Le plan d'affaires qui représente pour l'entrepreneur une boussole pour la croissance de son entreprise. Toastmaster, c'est un mouvement international qui nous apprend l'oratoire, la communication en public, la prise de la parole et aussi le leadership. La 14e édition de la fête de la parole à Parakou démontre au public les avantages du Toastmasters international. L'art du discours du jour a porté sur l'assurance. Notamment la peur du ridicule. À cet effet, ces appuis conseils sont très précieux. Le mien m'a apporté confiance en soi et de l'assurance. Il a su créer et maintenir en moi le désir d'apprendre pour repousser mes limites. La formation des membres pour les rendre plus productifs dans la société, la capsule éducative sur construire et dynamiser sa carrière professionnelle y concourt. Que proposez-vous pour un meilleur devenir de notre mouvement? L'apport des uns et des autres contribue à parfaire ces exercices pratiques. Une très belle fête. Et si je m'en tiens simplement aux commentaires des invités qui sont venus, la première fois pour certains, deuxième, troisième fois pour d'autres, la satisfaction qu'ils ont exprimée à la fin de cette session témoigne de la réussite que nous avons pu obtenir à travers cet événement qui est la célébration de la fête de la parole. J'exhorte ceux-là qui ont encore de difficultés à avoir confiance en eux, qui ont de la peine à prendre la parole en public ou qui cherchent à être leader dans leur domaine, de venir à Toastmaster. Toastmaster a tout ce qu'il faut pour les transformer. Pour l'édition à venir, les réflexions se mènent déjà pour rendre cette fête encore spéciale. L'ouvrage à l'honneur est intitulé « Les Anhouénou dans la cité de Porto Novo ». Un ouvrage qui retrace l'histoire des Anhouénou, l'une des grandes lignées fondatrices de la ville aux trois noms. Les Anhouénou dans la cité de Porto Novo, de l'anthropo-toponymie à l'histoire d'un peuple. Tel est le titre de ce chef-d'œuvre de 213 pages, écrit par ce fils de Porto Novo, Henri Akogbeto, enseignant spécialisé en hydrologie. Il a écrit en français et en goubé et a abordé tous les quartiers de Porto Novo. C'est très important parce que c'est de notre histoire qu'il s'agit. Hier, ce sont les autres qui nous écrivaient notre histoire. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui prenons l'engagement d'écrire notre propre histoire. Consultation de sources orales et écrites et même des fouilles archéologiques, l'auteur ne s'est donné aucune limite dans ses recherches pour écrire l'histoire des Anhouénou. Les Anhouénou, c'est d'abord les gens qui sont caractérisés par les cicatrices raciales. 1x5 ou 2x5. Les gens qui font ce qu'on appelle la crânographie. C'est des gens qui ont d'autres pratiques. Ils adorent le dangbe. Ils ont le dangbe comme caractéristique. Ils ont encore d'autres pratiques qui les caractérisent. La démarche scientifique adoptée par l'auteur est appréciée. Je tiens à saluer le travail qui a été réalisé par l'auteur. Cela arrive exactement 6 mois après le lancement d'un ouvrage collectif dont je suis l'initiateur et le coordonnateur. Cette recherche et d'autres rejoignent ce que nous avons entrepris. Un ouvrage que saluent également les dignitaires, sages et notables de Porto Novo et ceux des localités environnantes.